est ravis de vous avoir ce soir. Bonsoir à tous. Et on est chez Nature Urbaine. Et j'ai Pascal Hardy qui va nous expliquer en quelques mots ce que c'est que Nature Urbaine. Bonsoir, bienvenue à Nature Urbaine, dont je suis le fondateur. Vous avez ici Sophie, la directrice de ce site. J'ai compris que vous alliez échanger sur les tendances de la food et de la restauration. Donc j'ai fait mes devoirs un petit peu avant de venir, compulsé quelques études sur les principales tendances food. Et j'ai relevé quelques points qui sont directement reliés à ce que l'on fait ici, puisque vous êtes sur un site, il y a une partie événementielle avec cette scène, aussi vous allez voir tout à l'heure au travers de la visite une partie production, une partie plus conviviale et on va dire sociétale. Et si je pointe un petit peu ces tendances avec lesquelles nous sommes en lien, je relève par exemple le fait que la vague des produits locaux et dont on sait comment ils sont générés supplante de plus en plus la vague du bio. J'ai relevé la demande, le besoin de transparence sur les produits et la manière dont ils sont générés. J'ai relevé la demande pour moins d'emballage, pour le moins possible aussi de transport, pour des produits sains, etc., etc. Et comme nous, on n'est pas des gens raisonnables à Nature Urbaine, on essaye de cocher toutes ces cases. Donc sur ce site, vous avez plusieurs vocations, mais au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de démontrer la viabilité d'un modèle de production un peu original. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui se fait par ailleurs dans, par exemple, les grandes cultures ou dans les serres du pays nantais ou dans le sud de l'Espagne, bien évidemment. Mais c'est d'inventer notre propre modèle. Et ce modèle, il est à base de 0 km, ou quasiment, hein, puisque tous les produits qui sont générés ici sont vendus, distribués dans un périmètre extrêmement proche. Hein, on ne va jamais à plus de 5 km d'ici. On essaye de faire les choses de la manière la plus saine possible, par exemple en appliquant toutes les méthodes du bio, bien évidemment sans pesticides, mais vous doutez bien que ça va beaucoup plus loin que ça, même si on n'a pas le droit, puisque c'est de l'agriculture verticale, au label bio. Mais peu importe. On se donne beaucoup de contraintes comme ça pour faire en sorte non pas de supplanter, enfin de remplacer l'agriculture classique. Je pense qu'on est complémentaires. Et puis de toute façon, compte tenu des surfaces en jeu, même si là vous aurez à terme 14 000 m², c'est rien par rapport aux surfaces agricoles classiques. Donc l'idée, c'est pas de nourrir la ville, de remplacer les autres produits, c'est d'avoir toute une gamme et toute une série de produits qui soient qui aient leur propre modèle, leur propre, je dirais, place dans ce que l'on trouve dans les restaurants, dans la grande distribution, etc. Donc on essaye de faire la démonstration d'un modèle local, sain, viable, et puis on intègre aussi d'autres contraintes, vous le verrez lors de la visite, on vous en reparlera. Voilà. Pour terminer, puisque je crois que je n'avais que 10 minutes, un mot sur la manière dont on travaille. On produit ici des produits de saison qui vont être distribués. En général, ce sont nos partenaires qui viennent chercher sur site. Donc il y a des jours de récolte. Hein, on évite, nous, de remettre des camions sur la route. Et puis ça part d'abord auprès de particuliers, hein, qui sont assez généralement les gens du quartier. Ça part dans les restaurants alentours. Celui que vous avez là derrière vous en est un exemple. Les hôtels alentours. Un supermarché qui se trouve dans le 15e arrondissement, qui est l'Intermarché rue Brancion. Une entreprise de restauration collective. Et tout ça dans un périmètre très, très proche. Voilà comment on fonctionne. Je vous invite donc tout à l'heure, lors de la visite, donc c'est à 19h, hein, c'est ça, à venir avec moi et Sophie pour visiter, et puis peut-être vous aurez l'occasion de goûter un de nos produits. Hein. Parce qu'on ne goûte pas, c'est pas drôle. Voilà, non, mais c'est surtout pas drôle. j'ai eu des super confitures. Voilà.
Merci beaucoup, Donc, Pascal. bonne réunion et bien tout à l'heure. Merci, je vous demande d'applaudir bien fort Pascal, s'il vous plaît. Merci. On continue tout de suite, on ne présente plus le tendanceur du 21e siècle. Je vous demande de faire un hola chaleureux à Frédéric Loeb. Et surtout, vas-y, t'as fait tes devoirs? J'ai fait mes devoirs à la dernière minute comme d'habitude. Allez, applaudissez-le, il faut lui donner un peu d'encouragement. D'ailleurs, c'est toujours génial. Vous applaudirez après, parce que j'ai rien à dire aujourd'hui. Ah bon? Ouais, bon, alors on passe. Comme l'a dit Pascal, on a tendance incarnée, on est à la serre des tendances. Et même Madame Petit Poil est toute jalouse, là, on est devant. Donc Carole Bonnefoy, notre vice-présidente, qui vient de chez Pomona, où elle s'occupe depuis des décennies de champignonnières et autres productions locales. Voilà, c'est hyper local. Vous êtes partenaires? Ah bon, désolé. C'est à toi? Ah oui, bon, on va parler, t'as pas parlé de Gilles et c'est bon, c'est pas grave, n'importe quoi. Donc moi je vais présenter Heidi Miller, qui est consultante spécialiste FMI. C'est la jeune femme qui est à la de gauche de Jonathan, qui revient de San Francisco et qui va nous raconter un peu les best practices là-bas, les bons exemples, c'est des vraies leçons, d'ailleurs je suis jaloux. Voilà. Mon maître à penser en termes de géographie scientifique est Gilles Fumet, qui est un grand chercheur, enseignant à la Sorbonne, CNRS, etc. Vraiment un grand monsieur, dont j'espère que vous avez lu les livres, en tout cas vous aurez sûrement envie de les lire après son intervention. Et je finirai par Laurent Perlès, qui est un ancien restaurateur qui a cofondé La Source, qui présentera ses formations en formation restauration durable, très très important les formations, parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur le sujet, je pense. Et Florence Colonna, qui est à droite, qui a fondé l'agence Citrus, qui va nous expliquer comment on monte une politique RSE. Je sais, mais j'évite de trop me cracher dedans pour mon voisin, pour ma voisine. Voilà. Donc c'est toujours à toi parce que tu dois nous présenter les tendances. C'est déjà à moi. Mais non, ça a été 10 000 ans. Bon, c'est pas grave. Alors on y va. On y va. Voilà. En fait, je vais être très rapide, j'ai 8 minutes, donc j'ai 10 choses à vous dire. On m'a demandé de parler de comment faire évoluer son offre de restauration. Bon, c'est un sujet extrêmement bateau. Donc j'ai essayé d'être concis. Next. Merci. Donc d'abord un prérequis qu'on oublie souvent, c'est qu'un restaurant, il y a quelques fondamentaux, que vous connaissez par cœur, mais je permets de les rattraper. Les rappeler. C'est le chemin vertueux pour créer la véritable expérience client profitable. Il n'y a pas de retour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire venir les gens, c'est facile. Hein. Je donne un exemple, on a ouvert la Samaritaine, 800 articles de presse, c'était dur de ne pas remplir des restaurants pendant un mois. Ce qui est plus intéressant, c'est comment je les fais revenir, et revenir. C'est là qu'on fait du pognon. Donc d'abord, c'est l'emplacement. L'emplacement, ça c'est un vieux dicton de vieux restaurateurs. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir ou des emplacements de convenience, là effectivement c'est l'emplacement, ou des endroits de destination. Qui eût cru que là-haut, sur le toit d'un hangar de Foire d'Expo qui marche 150 jours par an, grand maximum, on puisse créer un endroit profitable. Ensuite, c'est le concept, le positionnement, comment je me situe par rapport aux autres. C'est de plus en plus important parce que dans un marché où à Paris il y a 25 000 restaurants, il y a à peu près 24 000 jeunes qui veulent en monter un, avec des super idées, qui ont tous fait des bonnes études, et donc aujourd'hui c'est un vrai affinement de positionnement. Ensuite, c'est l'identité, le naming, très important. Je sais que ça a l'air facile, mais le nom d'un restaurant, c'est parmi les choses les plus compliquées à créer. Après, il y a les cibles. Quelle génération? Si vous l'appelez Pezzouille, vous n'êtes pas certain de séduire les gens de plus de 65 ans. Mais le millénial barbu, il y en a moins en moins quand même. La barbe tombe. Le millénial, il va aimer. Ensuite, c'est les prix adaptés. C'est justement, ça en fait partie. Les services. Aujourd'hui, on ne vend pas seulement un lieu, une bouffe, une restauration, mais aussi des services de la livraison, du client collecte. Un lieu, on l'a évoqué. Des mets signatures. Ah, merci. Comme ça, je peux tripoter le... Il marche beaucoup mieux, ton micro. Mais c'est pas ce micro qui ne marchait pas. C'est pas moi. Bon. Bref, peu importe. Et donc, des mets signatures. Vous l'oubliez souvent, mais il y a un vrai 20-80, comme on dit en marketing, dans la restauration. Donc, c'est aujourd'hui, il faut se dire quels sont les 5-10 articles. Allez, sur une carte, quels sont les 4-5 plats qui vont faire 80% du chiffre. Ils finissent toujours par émerger. Le drame, c'est qu'on ne sait jamais lesquels c'est quand on ouvre un restaurant. La constance de qualité, des raisons de revenir pour créer l'expérience. Next. En fait, il y a 10 graines de succès. Hein, la métaphore est facile, mais le potager urbain là m'a beaucoup inspiré. Donc, il y a des petits pois qui
pousse là-bas, je l'ai vu, d'ailleurs, c'est très excitant. Première graine. On est next, pardon. Voilà. C'est le fait que les pandémies vont perdurer. C'est que même si on va se débarrasser de ce virus, on aura sûrement d'autres mutants ou d'autres zoonoses. Donc là, on aurait cassé la barrière entre la nature et l'homme, la nature vraiment sauvage, et donc il y a des bestioles, et il paraît que cette pandémie est encore relativement douce. On n'est pas loin des 4 ou 5 millions de morts, et donc simplement il y en a d'autres. Donc il faut l'intégrer dans la conception des endroits. Ça veut dire prévoir des restaurants un petit peu en accordéon. Vivre des fois serrés, des fois plus distants. Aussi, surtout, avoir un business model qui permette d'éventuelles fermetures pour confinement. Première graine. Et ça, c'est malheureusement, dans tout ce qu'on conçoit nous, on le prévoit maintenant pour les 10 prochaines années. Deuxième graine, c'est d'intégrer une nouvelle relation sociale. C'est pas stabilisé, parce que pour la bonne nouvelle, les gens qui font des bureaux, nous on a plusieurs clients qui sont des grosses foncières, ils voient dans leurs études que finalement, il y a 6 mois, les gens disaient, allez, toutes les entreprises vont faire 2 jours de télétravail et le reste du temps au bureau. Quand vous êtes à une restauration sociale, ça veut juste dire perdre quasiment un tiers, voire la moitié du business. En fait, c'est pas vrai. C'est que d'abord, beaucoup de gens, et on est des humains, enfin, on le dit souvent, c'est qu'on est un animal grégaire. On a besoin de se retrouver, nous sommes des écrevisses. On va vivre collés les uns contre les autres. Et finalement, c'est la bonne nouvelle, c'est que dès que ça va mieux, les gens ont envie de se retrouver. Et donc, c'est très instable pour l'instant, parce que finalement, on ne sait pas trop. Tout le monde signe des accords de télétravail, mais les gens ont envie de les appliquer. Donc, c'est assez flou. Et donc, on est dans une gestion temporaire, un engagement, même une social catering qui évolue vraiment. Ça veut juste dire quoi? Ça ramène au point précédent. Toute la restauration doit être beaucoup plus malléable, polymorphe, et capable de se réinventer en quelques jours. Next. Troisième graine, c'est une vie avec quelque chose de très important qui a explosé avec le confinement. C'est la différence qu'il faut faire entre le niveau de culinarité et le format de service. Le niveau de culinarité, c'est la qualité de l'assiette. Est-ce qu'elle est faite avec des produits locaux, avec 100% de produits frais, avec des gestes de gastronomie? Et aujourd'hui, les formats de service sont différents. Pourquoi je dis ça? Quand on voit les dark kitchens, et que le fait que d'une ville comme Paris, dans quelques années, la restauration, la livraison représentera 25% du chiffre d'affaires, on va bien distinguer ce qui est purement fonctionnel et finalement qui est de manger, finalement c'est la logique, l'aboutissement des FMCGs, les produits de grande consommation des supermarchés sont de plus en plus remplacés par des produits à forte valeur ajoutée, produits par des endroits comme ça, transformés par des restaurateurs locaux. Et finalement, on a mieux que Fleury Michon, frais à la maison, livré en un quart d'heure. On a fait le test avec mon équipe, Paris Centre. Nous avons 5000 offres de restauration en moins d'une demi-heure en livraison. Donc vous additionnez Uber Eats, Deliveroo et les autres. 5000 offres. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à même sortir je peux très bien faire Netflix, le cinéma à la maison. Hein, j'ai super beau fait Netflix. Néanmoins, c'est ça où je viens, c'est quand je vais sortir du restaurant, je vais avoir besoin de convivialité et de partage. Et la vraie clé aujourd'hui, c'est que l'endroit, le restaurant, ça nous ramène vraiment à l'historique, c'est partager, échanger. C'est de se retrouver ensemble. Et ça, à la maison, je ne l'ai pas. Le même mot, pas qu'il y ait des programmes de foule sur la télé, mais bon, pour les gens qui étaient un peu tristes pendant le confinement, mais on n'a pas. Ça, c'est au restaurant. 5e clé de succès, on est ici, c'est la technonature. La question, en fait, c'est le rapport à la nature. Est-ce qu'on va être dans la technonature, ce qui est un peu ici, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de science et de savoir-faire, on produit une nourriture quasi bio, mais avec beaucoup de science, ou de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler la permaculture culinaire. Alors, la permaculture, vous savez, c'est ce travail complètement naturel, mais qui nécessite beaucoup de surface, un autre savoir-faire. Et en fait, c'est extraordinaire, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vrai besoin de nature, et ça passe par l'assiette. Pour une raison très simple, hein, c'est que c'est un rapport presque ontologique. Je ne veux pas donner des mauvaises choses à mon enfant pour qu'il grandisse, je ne vais pas l'empoisonner, donc je vais lui donner du bio, au moins en premier. Hein. Généralement, on donne des produits bio au premier, au troisième, c'est beaucoup plus industriel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a ce besoin de nature. C'est la 5e graine, et ça me ramène aussi à ce qui a explosé en 2 ans, c'est le rapport aux animaux. Les jeunes générations, les Z, et surtout les Z, donc les moins de 22 ans et demi, ils sont très très sensibles à la cause animale, à la souffrance animale. Donc ça ne veut pas dire forcément que tous soient végétaux, donc ils ont tous des phases plus ou moins végétariennes, végétaliennes, véganes, je ne sais quoi.
c'est simplement un respect de l'animal. C'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, et la plupart des grands industriels sont obligés de faire des efforts cette année, au moins en Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les continents. Point suivant, c'est la graine de succès 6, ça me ramène, c'est le végétal. Donc nous, on croit beaucoup au végétal, mais fun. Hein, parce que franchement, le végétal de militants tantong, déclinivistes, enfin, certains élus écologistes, ça fait peur aux gens. C'est créons du végétal bonheur, c'est facile, c'est coloré. On sait même faire du bleu naturel, nous. Et donc, c'est ce que nous, on appelle la funky écologie. Pour que ça fonctionne, pour que ce soit funky, que ce soit bon. Ça passera peut-être par les steaks végétaux, qui sont quand même juste un ramassis d'un tranche. Je sais pas si vous avez regardé la composition d'un steak végétal. La food list, elle est longue comme le bras. Mais ça commence par là. Et peut-être ça va ouvrir à des choses un peu plus extrêmes. Le graine de succès 7, c'est évidemment la notion de diversité. C'est un prérequis aujourd'hui, sur la jeune génération, d'inclusivité. Il faut que tous les gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur préférence sexuelle, quel que soit leur état de santé, puissent être respectés et intégrés dans le restaurant. Ça a l'air évident, pas évident, mais nous on a fait passer à la Samaritaine spéciale VMH une dame justement spécialisée. On a dû changer 30% des sièges pour ajouter des nouveaux trucs que je ne connaissais même pas, des sièges bariatriques pour les personnes très grosses. Je parle des choses prérequis, évidemment, tout ce qui était PMR, la mobilité réduite, est déjà intégré. Mais aujourd'hui, il y a des bariatriques. Est-ce qu'on met des toilettes transgenres ou pas? C'est des vrais sujets. Et aujourd'hui, c'est des prérequis. Point suivant, clé de succès 8, c'est les nouvelles évasions culinaires. Je vous annonce que c'est la fin de la tradition, on en ras-le-bol, que c'est cyclique en fait. Ça fait 5 ans que les Français étaient, comme tous les pays, étaient à nouveau passionnés par leur bistrot, leurs origines qu'ils ne connaissent pas, hein, une espèce de nature, comment dirais-je, originelle qui n'existait pas. Et donc là, les nouvelles évasions culinaires, il y a 3 grands pieds qui vont cartonner, c'est tout ce qu'on appelle cuisine levantine. Alors là-dessus, j'ai un principe simple, c'est on rêve des choses qu'on ne peut pas rejoindre. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller en vacances au Liban, Syrie, Turquie, et Pakistan, Afghanistan, jusque-là, enfin, c'est la même, entre nous et même Israël, tout ça, c'est le même bassin culturel alimentaire extraordinaire, assez végétal d'ailleurs. Deuxième grande famille, c'est tout ce qui est Extrême-Orient, surtout le retour du thaï, du vietnamien, du vrai. C'est devenu compliqué d'aller en Thaïlande. Avant, il y avait des charters entiers de gens du 93. Maintenant, c'est redevenu quelque chose de compliqué. Et le troisième grand axe, ça va être pour nous le grand retour aussi de la Méditerranée. On ne va plus en Tunisie, on ne va plus en Algérie. C'est même compliqué d'aller au Maroc. Donc c'est des cultures... Alors, ça, après 20 ans d'analyse, on assimile vraiment en exotisme que ce qu'on peut comprendre, pas trop le pédoyer de notre spectre gustatif. Ça fait 20 ans que j'ai un collègue qui annonce le retour l'annonce de l'Africain comme grande tendance du futur. J'y crois moyen parce que c'est assez éloigné comme de notre spectre gustatif quotidien. Et ensuite, dans la graine de succès numéro 9, c'est la réinvention de la matière, c'est-à-dire le retour de la nouvelle cuisine, de la cuisine moléculaire par l'essence, c'est-à-dire justement aujourd'hui, grâce au naturel, et des technologies de transformation, de sublimation, par le chaud, par le froid, qui permettent de complètement transformer les choses. Je donne un exemple. J'ai goûté un saumon cuit à moins 800 degrés, à moins 800, j'exagère, enfin à froid, à moins 180, alors c'est plus 800 et moins 180, sur une plaque refroidie à l'azote liquide, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça cuit comme si c'était saisi sur une plancha, mais ça n'a pas le même goût ni la même texture. Et c'est sans ajout ni artifice. Donc il y a cette cuisine moléculaire qui était finalement de différencier le goût de la matière. Là, ça va être de retransformer la matière avec des nouvelles technologies. C'est vraiment le début d'une grande réinvention. Vous verrez aussi, on a travaillé sur le sujet. C'est vraiment le futur de la gastronomie. Et dernier point, c'est de réinventer l'histoire culinaire. C'est une petite ambition personnelle. Je considère souvent la Covid comme l'après-Seconde Guerre mondiale, avec une génération de jeunes qui s'est fait voler sa jeunesse. Alors évidemment, mon père dirait, ouais, ils ont fait la guerre sur le canapé. Mais versus leurs parents qui ont fait la guerre. Mais aujourd'hui, on a une génération qui s'est vu une partie de sa jeunesse, voler sa jeunesse, qui a qu'une envie, c'est d'amnésie, de réinventer un monde, de recréer un monde nouveau, très fort. Et culinairement, ça veut dire quoi? Ils vont reprendre des choses, ils vont se réinventer une nouvelle modernité culinaire, comme ça a été le cas après les années 50. On le dit souvent, et c'est lié à la technologie. Les années 50, dominant de l'automobile, on va aller en voiture jusque dans le restaurant.
drive-in, le quick service qui émerge. Là, il y a quelque chose de nouveau, pas tout vous dire non plus, qui va émerger autour justement de cette histoire de réinvention culinaire. C'est les jeunes générations, il faudrait regarder ça avec beaucoup de respect, vont s'en emparer, vont le digérer, vont faire autre chose. Et quelque chose sûrement de très étonnant et de très loin des conventions auxquelles on pourrait croire. Et dernière slide, finalement, c'est de te dire que tout ça, c'est le retour d'un art de la table à la française. Je ne parle pas de gastronomie, je déteste ce mot. Gastronomie, c'est le point de vue du mangeur. C'était des philosophes, c'était des gros bourgeois du 19e siècle qui se sont attribués une philosophie grecque pour justifier leurs agapes. En fait, la slide suivante, la vraie cuisine française, et Gilles pourra vous en parler pendant des heures, c'est un équilibre entre santé, hein. Le mot c'est restaurant, c'est-à-dire se restaurer, manger des bouillons ou des choses saines versus les auberges douteuses. La notion de responsabilité, ça fait toujours rigoler quand j'entends les jeunes chefs dire oui, moi je m'intéresse aux produits locaux et de saison. Et François Massialo, 16e siècle, il écrivait déjà qu'il fallait manger des produits frais de saison, quoi. Donc, je veux bien, c'est 16e siècle, c'est assez difficile à lire dans le cuisinier François. Mais bref. Ensuite, c'est la notion de partage. C'est comme le propre de la cuisine française, c'est de manger à heure fixe à table, etc. Et pour une notion de plaisir énorme. On est comme le seul peuple avec probablement les Chinois et les Italiens, mais même que les Chinois, où on parle du prochain repas qu'on va faire pendant qu'on est en train de dîner ou de déjeuner. Conclusion, voilà, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est une phrase totalement philosophique, c'est qu'entre le passé et le futur, le présent n'existe pas. Et en cuisine, c'est vraiment vrai. Le présent n'existe pas, on est du passé, il faut qu'on pense au futur. Et je finirai là au milieu de ce potager du futur, hein, comme Candide de Voltaire, cultivons notre jardin. Merci. Oui, merci. J'ai une petite question, si je puis me permettre. Je t'en prie. Pour les copains de la restauration rapide, une question, parce que il y a un problème en ce moment, c'est que les gens vont aller chercher de l'expérience en restaurant, s'ils sortent, sinon ils seront livrés à la maison avec du Netflix. Du coup, la restauration rapide perd beaucoup de clients, alors que pendant 10 ans, ça a été le moteur de la restauration. Et d'un autre côté, en fait, dans la restauration traditionnelle, on a perdu 100 000 équipiers, 100 000 personnes. Donc on n'arrive pas à avoir un bon service en restauration traditionnelle. Comment c'est ma slide, les choses? c'est ma graine 3 entre la différence entre culinarité et format. J'ai pas eu le temps en 8 minutes, j'aurais pu vous parler des robots, qui sont quelque chose de très lourd, c'est que les robots vont pas remplacer les équipiers, mais peut-être uniquement sortir les poubelles, faire des choses pénibles, faire la vaisselle, débarrasser des tâches peu valorisantes. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu sors maintenant le soir, tu sors dans une restauration traditionnelle. Pas forcément, j'y viens. On confond toujours, j'aime pas le mot restauration rapide, parce que je préfère dire quick service. Quick service, c'est un process de service, il faut le considérer comme ça. Un process de service rapide, semi-industriel. Son process, pardon, ses produits. Donc c'est cadencé, séquencé, pour sortir rapidement. Et ça, on n'a pas besoin d'équipiers très formés. Et c'est parce qu'on est servi rapidement qu'on veut manger rapidement. C'est pour ça que j'aime pas le mot fast food. C'est quick service, mais restauration de qualité. Et donc, un des futurs, et même gastronomique, c'est d'avoir une cuisine très organisée, qui permet d'avoir moins d'équipiers, qui ont été embauchés un quart d'heure avant, pour 2,5 €, mais qui délivrent selon des protocoles. Par contre, c'est une qualité de vie dans la salle, une qualité d'expérience qui doit augmenter. Moi, si j'étais restaurateur, ça va l'être, c'est plus d'argent dans la salle et moins dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, ça se maîtrise aujourd'hui avec des nouveaux process. Donc on augmente la qualité de service en restauration rapide. En quick service, pardon. C'est du quick service, mais c'est pas de la restauration rapide. Bon allez, on continue le voyage. Merci beaucoup Fred. Et on continue le voyage à San Francisco avec Heidi Miller, qui est ici présent. Tu veux dire un mot sur HEC? Tu connais HEC? Je sais, c'est une école Heidi Miller. de dégénérés qui Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et après, Robert va nous expliquer un peu le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec HEC. Vous allez voir, c'est génial. Merci beaucoup. Good evening Paris, San Francisco speaking. Bonsoir à tous. Allô Paris, ici San Francisco. Je suis Heidi Miller, comme l'a dit mon camarade de droite, et je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour partager 10 cartes postales, des scénettes, des vignettes illustrant la scène food à San Francisco en ce moment, d'où je reviens, où j'ai passé 4 semaines. Je suis californienne et j'y étais pas allée depuis 2 ans pour les raisons liées à la pandémie.
Merci beaucoup au Leaders Club pour votre invitation, Robert, entre autres, et toi, Jonathan, mais aussi à Léa et à Laetitia. Quelques mots sur moi et puis ensuite sur l'association et à notre éventuel partenariat, éventuel possible futur sur partenariat. Moi je suis entrepreneur et consultante dans le F&B et l'hospitality depuis 15 ans, après avoir passé 15 autres années dans des grosses boîtes dans des secteurs complètement différents. Donc c'était une reconversion par choix et par pure passion et je ne regrette pas. J'ai été 2 fois entrepreneur et 2 fois salarié. Entrepreneur en créant mon propre resto et en étant le chef de cuisine autodidacte autour du végétal près de Carcassonne en 2005. Je vous laisse imaginer la difficulté de démarrage, mais après ça a bien pris. Et ensuite j'ai été dans le conseil à mon propre compte en association avec une autre experte du secteur. Salarié pour Kousmiti. J'ai travaillé pour le président de Kousmiti de 2012 à 2015. J'ai conçu et lancé son flagship et son restaurant sur les Champs-Élysées et dirigé sa stratégie de restauration qui n'a pas perduré, comme vous l'avez constaté. Le thé perdure en revanche. Et dernière expérience en date, jusqu'au Covid, general manager d'un hôtel, restaurant, bar, event qui s'appelle le Off Paris Seine, 4 étoiles au niveau de la gare d'Austerlitz. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cet endroit magnifique. Il y a un code promo, non? Non, j'y suis plus. Et dans quelques jours, je démarre un nouveau boulot de COO par intérim chez Welcome at Work. J'en dis 2 mots parce que ça illustre aussi l'évolution du lifestyle, de l'hospitality, de la restauration dont on parle ce soir, puisque c'est une société de prestataires de services, une start-up qui a 6 ans, 150 salariés, qui donc conçoit, gère et anime les espaces communs, les espaces de vie dans les immeubles haut de gamme de bureaux partagés, des bureaux, des immeubles multilocataires, type La Défense, Paris 8e, qui a une 40aine d'immeubles clients aujourd'hui et bientôt à Bruxelles. Alors, quelques mots maintenant sur le club Tourisme et Management que je représente ce soir et dont j'ai été présidente plusieurs années et dont je suis membre depuis 10 ans, qui regroupe environ 3000 diplômés, donc des écoles HEC, ESSEC, ESCP, qui sont professionnels dans notre secteur, enfin dans Food, Travel, Hospitality, au sens aussi large du terme que le marché nous l'indique en fait. Et comme vous le voyez sur cette slide, nous essayons d'être aussi actifs que vous en organisant donc cette année à date environ 12 événements que vous voyez s'afficher là. Entre nous, je veux dire nos 3 écoles les organisent, mais c'est ouvert à tous bien sûr. Et de temps en temps, on a déjà eu des partenariats bien sûr avec l'école hôtelière de Lausanne, etc., etc. Et donc il est question effectivement que nous développions un partenariat plus régulier avec le Leaders Club pour effectivement bénéficier de nos synergies, de nos complémentarités entre les publics des deux associations. Tu veux dire un mot, Robert ? Oui, bonsoir. Oui, en fait, j'ai participé grâce à Heidi à une conférence HEC que j'ai trouvé fort intéressante et finalement le public qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, excuse-moi, je suis le public était très intéressé par tous les aspects de la restauration. Je me suis aperçu que dans les clubs HEC, il y avait un club immobilier qui était extrêmement intéressant, d'autres clubs qui comprenaient beaucoup de donneurs d'ordre dans nos métiers et d'évidence, c'était intéressant qu'on essaye de se rapprocher. Donc on commence à travailler là-dessus avec Heidi et Jonathan et j'espère qu'on arrivera à déboucher sur quelque chose de très intéressant en sachant que déjà dans notre métier, il y a des gens qui viennent d'HEC, tels Nicolas Bergerot et bien d'autres, ou nos amis de Mama, ou et donc voilà, donc c'est l'idée de ce rapprochement est là. Et je laisse Heidi maintenant vous présenter sa carte postale.
Merci beaucoup. Alors venons-en au sujet, effectivement. The new normal from San Francisco. Quelle expérience client? Y a-t-il du nouveau? Le visage de sa food scène a-t-il changé en 2 ans, c'est-à-dire versus l'époque pré-Covid? Je vous propose ici, comme je vous le disais en ouverture, un mini roadbook centré sur 10 thèmes, donc comme vos 10 tendances, 10 thèmes clés tirés de mon vécu, de 4 semaines, de mes observations, de mes échanges avec des clients et des professionnels, de mes analyses. Donc c'est empirique, ça n'a pas pour prétention d'être statistiquement basé, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'observations qui consolideront ce que vous avez déjà en tête et parfois peut-être vous surprendront. Alors, vignette numéro 1, le contexte évidemment à San Francisco, juste quelques mots que vous savez peut-être pour certaines d'entre elles. Le tourisme est l'activité économique numéro 1 de San Francisco et évidemment est un moteur absolument essentiel pour tous les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs notamment. Le déclin donc est de moins 40% en volume de fréquentation touristique en 2021 par rapport à 2019. Donc ça veut dire 16 millions sont attendus cette année en 2021. En termes de dépenses, on a un déclin prévu donc en 2021 de moins 60% par rapport à 2019. Donc le niveau projeté pour 2021 sera de 4 milliards de dollars, bien sûr, de dépenses touristiques à San Francisco. Je parle vraiment de San Francisco, pas de toute la baie. Il y a évidemment une chute, une élimination, c'est peut-être pas le bon mot, mais une perte de 65 000 emplois au minimum l'année dernière liés donc au tourisme et donc notamment dans la restauration et l'hôtellerie. Et enfin, dans mon entretien avec le chef du bureau du tourisme de San Francisco, il table sur un retour à la normale. Whatever that means, j'ai envie de dire, mais un retour à la normale pas avant 2025. Voilà pour le contexte. Et donc sur cette toile de fond, un premier aperçu, une première carte postale sur les parklets. Ça ne va pas vous sembler tellement extraordinaire, puisque à Paris, on a des terrasses depuis très longtemps, même avant les extensions de terrasses. Mais aux États-Unis, et notamment à San Francisco, c'est effectivement chose nouvelle. C'est d'ailleurs la nouveauté post-pandémie plébiscitée par l'ensemble des personnes que j'ai pu interroger, des personnes de mon entourage, professionnels et personnels, mais également d'autres personnes que je ne connaissais pas, que j'ai interrogées. C'est vraiment cette institutionnalisation, enfin il l'espère, cette pérennisation des terrasses. Parklet d'ailleurs, l'anglais est toujours très friand de créer des néologismes, qui est indicateur, à mon sens, en tous les cas, une certaine vision à long terme et d'une pérennisation de ce nouvel espace. Parklet, c'est une contraction de park, donc un parc, de parking, puisque c'est à la place des espaces de parking, de outlet, et le let aussi, c'est un suffixe signifiant petit, en anglais, comme dans piglet, le cochonnet, c'est-à-dire l'animal, pas la pétanque. Et donc qui donne un facteur mignon aussi à ces nouveaux espaces. San Francisco... Excuse-moi, c'est quoi exactement en fait les parquets? Les parklets, ce sont, alors vous les voyez défiler là à Ce qui l'écran. s'appelle terrasse à Paris, tu sais, Ouais. qui t'empêche de livrer. Et Léa, tu peux les défiler, les parklets, au fur et à mesure de ce que je raconte. Voilà, tu vois là maintenant? Ouais. Vous voyez tous? San Francisco donc a institué un format très standard, comme vous le voyez défiler sur ces slides, donc de manière assez draconienne, ce qui est quand même assez intéressant pour une ville quand même qui est réputée pour son libéralisme et son freestyle. Avec une possibilité de customisation, comme vous le voyez aussi, donc pour garantir une certaine homogénéité, une harmonie visuelle, mais aussi une équité entre les opérateurs, parce que San Francisco, la maire de San Francisco, était très soucieuse que les opérateurs qui aient plus ou moins de fonds
aient tous la même possibilité de parklet. Et encore une fois, cette standardisation de format, m'ont dit les services municipaux, avait aussi pour but de créer un format fixe pour l'avenir. Encore une fois, ce n'est pas encore statué au niveau municipal, mais l'idée c'est de pérenniser ça. Troisième vignette, donc la gestion sanitaire et l'expérience client. Hein, donc vignette, c'est vraiment des petites esquisses. On pourra en parler plus avant, après, si vous le souhaitez. D'abord à droite sur l'écran, là, de plus en plus, là c'est pour Noe Valley Bakery, qui est un très chouette boulangerie à San Francisco et dans la baie. Une info amont sur l'état vaccinal du staff, hein, en guise de rassurance. Donc là, on met en exergue le fait que tout le monde est vacciné dans cette entreprise et c'est de plus en plus mis en avant par les différents restaurants ou commerces de bouche. Sur la gauche, bon, évidemment, comme en France, on note le soin plus grand apporté depuis 1 an et demi qu'on est dans cette pandémie sur le wording, le look de la sanitizing station, comme c'est indiqué ici. Donc, bon, ça, c'est pas très différent de la France et pas tellement innovant. En revanche, comme disait Frédéric tout à l'heure, tout est instable. Pour rebondir sur ce qu'il disait, il y a une certaine instabilité sur le discours tenu et le protocole de prise en charge, évidemment, de toute la clientèle avec leur passe sanitaire et le ID, donc le photo ID qui est demandé par les restaurateurs aux États-Unis, c'est obligatoire, ils le font tous. D'une manière systématique. Donc là, évidemment, il y a un discours complètement inégal et pas au point, et donc un petit peu maladroit, pour dire le moins, dans les différents espaces de restauration. Et évidemment, il y a aussi un goulot d'étranglement au niveau donc, de l'hôtesse d'accueil qui demande les passes. Donc c'est pas encore... même aux États-Unis, j'ai envie de dire, on a l'habitude de voir tout l'aspect serviciel très développé, un peu en avance sur nous. Ben non. Quatrième petite vignette, donc l'hybridation espace public-privé, donc privé au sens commerce privé et individu. Donc là, évidemment, cette hybridation avait été amorcée avant le Covid, comme beaucoup des tendances, hein, mais c'est renforcé depuis. Avec 3 tendances fortes qu'on connaissait, mais qui m'ont été effectivement confirmées par les différents entretiens qualitatifs que j'ai eus avec plusieurs dizaines de personnes locales. La ruée vers l'air, donc ce besoin d'aller vers l'air pour des raisons d'oxygène et de santé, sur fond de pandémie toujours. L'ancrage local dans son quartier, dans son territoire, dans sa communauté. La recherche de liens sociaux, d'autant plus que le télétravail, évidemment, est massif dans beaucoup de grandes villes, bien sûr, mais massif à San Francisco, où la proportion, effectivement, de la population cadre, financière, digitale est très importante. Et ce sont évidemment des boulots facilement télétravaillables. Et d'ailleurs, toutes les grandes tours, Salesforce, Airbnb, Twitter, Square, sont encore complètement fermées, sauf pour des conseils d'administration. Et encore. Donc il y a une espèce de retour, là on est dans le quartier de Noe Valley, qui est au sud donc vers Dolores Park, au sud de San Francisco. Il y a un retour à l'agora, au forum romain, mais d'une manière assez prononcée, c'est pas que des mots. L'espace public devient non simplement un lieu de transit et de course, mais un espace convivial de vie, en complément, ou à la place même, parfois, des restaurants. Et effectivement, il y a l'effet accordéon dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, s'applique aussi à cette hybridation entre le public et le privé. Number 5, people, et puis je pourrais dire animals, et je pourrais dire aussi nature. Donc le service et le care, à la fois pour les clients bien sûr, mais aussi en interne, et puis pour les chiens des clients. Parce que comme à Paris, il y a effectivement eu un engouement canin. Donc beaucoup de jeunes célibataires, enfin pas jeunes d'ailleurs, enfin beaucoup de personnes, seules surtout,
se sont achetés des chiens. Donc il y en avait déjà beaucoup, mais il y en a encore plus. Et donc il y a encore plus effectivement, de care de la part des commerçants, des restaurants, mais des retailers en général, pour l'accueil des toutous. Et donc là, on voit ici Doggy Num Nums. Num Nums, c'est des goodies, quoi, en gros. Et c'est effectivement des petites gâteries spéciales pour les chiens. C'est une douche pour chien, ça? Comment? Je sais pas dit, c'est une douche pour chien. Alors non. Ça, je crois d'ailleurs que c'est un chauffage. Si je vois bien. Effectivement. Ouais, c'est un chauffage. C'est chez Panis. Ouais. C'est chez Panis, exactement. Chez Panis, que vous connaissez peut-être de nom, avec Alice Waters, qui a fêté d'ailleurs ses 50 ans de chez Panis cette année quand j'y étais. Enfin, elle m'a attendu pour ça, non, je plaisante. Mais en tous les cas, évidemment, plus que les chiens, il y a les employés. Tout à gauche, là, vous voyez effectivement leur espace, voilà, de repas pour les employés, qui est quand même un vrai espace très sympa, un outdoor garden. Qu'on aimerait bien avoir chez soi aussi. Donc il y a un vrai soin. Évidemment, c'est Alice Waters avec tout ce qu'elle porte comme valeur, mais enfin, néanmoins, je pense que c'est très intéressant comme inspiration. Et puis, dernièrement, sur cette vignette-là, le soin apporté aux salariés, de même qu'en France, à San Francisco, il y a une vraie pénurie de salariés pour les restaurants qui sont ouverts, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de restaurants fermés. Les restaurants qui sont ouverts sont pleins, et ça bat son plein, c'est très agréable, mais il manque de salariés, entre autres parce que les étudiants fournissent une part importante du salariat, en tous les cas en salle et en busing, dans les restaurants américains, quel que soit leur format, et ils étaient partis depuis 1 an et demi, puisque tout était en visio, comme vous le savez, aux États-Unis. Il y a des différences entre les États, comme vous le savez aussi, mais enfin, en gros, tout était en visio depuis 1 an et demi. Alors là, ils reprennent à Berkeley, par exemple, à plein temps en physique. Donc peut-être que les choses vont changer, mais j'ai rencontré nombre de restaurateurs au bout du rouleau, parce qu'ils travaillent 2 fois plus, ils font venir leurs familles qui ont d'autres boulots pour les aider, et parce qu'il manque de gens, à la fois pour les raisons similaires en France, c'est-à-dire une remise en question. Est-ce que je veux faire ce travail qui est hyper difficile, etc., mais aussi pour les raisons étudiantes que je viens de vous citer. Ce qui est intéressant à noter, juste dernier point là-dessus, c'est que effectivement, de plus en plus de restaurateurs, étant en pénurie, marquent, et toujours un peu de façon sympathique à l'américaine, des petits panneaux bien faits pour les clients, pour nous sensibiliser sur le fait que voilà, ils sont à flux tendu en termes de personnel. Donc il y a le même nombre de clients dans certains restaurants en tous les cas qu'avant Covid, avec un nombre réduit. Donc soyons gentils avec eux, parce que voilà, soyons gentils de toute façon, mais a fortiori parce que voilà, il y a parfois des temps d'attente que les Américains sont pas. Bon. Non. Bon. Number 6, entertainment, c'est pas nouveau. Je sais, enfin en tous les cas le entertainment, enfin la fusion ou le rapprochement entre entertainment et la food, mais c'est vrai que j'ai l'impression, et ça m'a été confirmé, que c'est renforcé d'une part parce que les restos ont pu rouvrir dans certains endroits avant les salles de concert, et puis ils ont besoin évidemment d'attirer la clientèle, les encourager à du repeat business en proposant du divertissement voilà, et du upselling par rapport au core business qui est la food. Et ça correspond donc pour le client à un souhait de praticité parce qu'on a tout en un, all in one, on va dans le même lieu pour tout avoir. Et en même temps leur recherche de happiness, tout simplement, de feel good, voilà. Et évidemment, ça correspond à un objectif du restaurant assez évident de faire du repeat business et du upselling. Number 7, le digital paradox. Alors là, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est effectivement le développement massif, l'implantation massive évidemment du click and collect, ça c'est évident. En revanche, dans les différents quartiers où j'ai passé vraiment du temps, type Noe Valley, qui sont pleins de bobos et qui ont tous du boulot, mais qui sont tous chez eux,
eh bien, les plateformes comme DoorDash et Grubhub, ça marche peut-être le soir, mais le midi, il y a vraiment comment dire, une influence très importante en click and collect ou en takeaway, parce qu'il faut se dégourdir les jambes tout simplement, et puis parce qu'on peut discuter avec quelqu'un d'autre qui est collègue et qui est dans le voisinage, et qu'on se retrouve dans la file d'attente, puis après on va justement au public space pour manger. Donc il y a vraiment voilà, il y a une vraie vie autour de midi, autour de ce click and collect. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment on sait bien que la delivery marche, mais j'ai trouvé en tous les cas dans certains quartiers beaucoup moins que je ne pensais. Il y a vraiment une vraie vie de quartier. Et puis il y a aussi ce très fort désir, qui est à droite, là, shop local, dine local. Bon, rien de nouveau sous le soleil par rapport à Paris, où ça a été très souligné aussi, mais il y a vraiment un très fort désir, à la fois évidemment des services publics, mais aussi de la population, de vraiment sortir pour soutenir son restaurant local, qu'il soit effectivement, comme vous disiez Frédéric, à table ou quick service ou quel qu'il soit. Et donc de ne pas avoir recours aux restaurants qui sont à une demi-heure et donc accessibles par le delivery. Numéro 8, l'engagement citoyen, toujours été très fort aux États-Unis dans toutes les sphères de la vie, comme vous l'avez certainement déjà expérimenté, et à San Francisco notamment. Mais c'est renforcé là, dans toutes les maisons, vous avez Black Lives Matter, vous avez Keep Calm and Carry On pour les aspects pandémiques dans de très très nombreuses fenêtres de maisons, et ça c'est parce que aussi les travailleurs sont là, donc ils voient les maisons puisqu'ils baladent leurs chiens à midi entre deux conf calls. Et c'est renforcé, je trouve, dans les vitrines des restaurants. Enfin, je trouve, et ça m'a été confirmé, dans les commerces de bouche. Bon, ici, vous avez chez Sight Glass, qui est un très, très chouette coffee provider, où vous avez vraiment, parce que les opérateurs et les marques en général doivent être alignés parfaitement avec les valeurs, les combats et le business de leurs propres clients. Donc c'est vraiment, je trouve, par rapport à il y a 2 ans quand j'y étais, très prononcé. L'avant-dernière vignette, c'est stagnation ou innovation, puisqu'on était à San Francisco. Stagnation, première slide, c'est effectivement, il y a encore quand même des endroits à San Francisco qui m'ont complètement surpris, genre Nordstrom's et puis le Food Hall de Westfield, qui est en plein centre près de Union Square, où là, rien n'a changé depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est que de la fast-food et le look, l'expérience client, l'offre, etc. n'a pas changé d'un iota. C'est vraiment dans le formol, donc c'est assez étrange quand même par rapport à ce qu'on... Panda Express, il fait rêver. Il fait rêver, hein. Panda Express. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Donc c'est totalement, comment dire, contre-intuitif. J'ai dit Panda. Comment? Mauvaise blague. Ça marche toujours. Ça marche toujours, c'était absolument plein à craquer, alors que tout le reste du mall, de Westfield et de Nordstrom's, un samedi après-midi au mois d'août, donc il y a 2 semaines, était vide. C'est-à-dire que franchement, il y avait 10 clampins par niveau dans le centre commercial, à 2 pas de Union Square, mais le food hall était absolument plein à craquer, avec pas une offre nouvelle, ni semblant de healthy. Bon, c'est juste quand même étonnant. À l'inverse, innovation, donc là, évidemment, il y a quand même des pépites. Là, je vous invite à aller voir le site internet de Heath Ceramics, qui est c'est une entreprise de création et de production de céramique iconique aux États-Unis depuis 1948. Et là, c'est un couple qui l'a racheté il y a tout récemment. Et donc, ils sont dans le Mission, south of Castro. Et c'est à la fois usine, évidemment point de vente des céramiques, donc déco, etc. Newsstand, incubateur, c'est évidemment gigantesque parce que c'est une ancienne usine de je ne sais pas quoi d'autre. Et ils ont fait une collab avec la Tartine Factory, qui est une très belle marque de coffee shop, boulangerie, voilà.
Voilà, juste deux flashs comme ça pour vous donner un petit peu les extrêmes dont les États-Unis sont parfois effectivement l'illustration. Et enfin, avant le mot de conclusion, numéro 10, l'unicité de San Francisco et puis le match San Francisco-Paris. L'unicité de San Francisco, évidemment, vous savez comme moi que San Francisco, c'est pas les USA parce que c'est hyper divers. Donc voilà, c'est juste un aperçu que je vous offre. Et San Francisco, c'est vraiment un village avec des quartiers, des alvéoles locales. Mais ça s'est vidé d'une part assez fortement des digital workers parce que qui sont partis ailleurs pour les mêmes raisons que certains ont quitté Paris, parce que le loyer est trop cher. Donc là, je vous parle des clients de la restauration. Il y a évidemment dans la baie, entre San Francisco, Berkeley, Oakland, et puis plus au sud, Silicon Valley et Napa Valley, il y a des différences. Là, la nouveauté semble se concentrer à Oakland aujourd'hui. Berkeley et San Francisco City en offre de restauration, mais c'était pas mon sujet, l'offre, mais en tous les cas, n'a pas bougé d'un iota à ce jour. Et puis Napa Valley, où il y a French Laundry, etc., magnifique, mais il y a l'aspect climatique en Californie, avec les feux et la sécheresse, qui effectivement impacte aussi les délocalisations de personnes, c'est-à-dire de locaux, l'attractivité touristique et donc de tout ce qui vit autour du tourisme. Alors en conclusion, ce qui m'a le plus surpris en tant que franco-américaine et amoureuse de ma Californie et de ma France et de Paris, c'est franchement que Paris est hyper novateur, quoi. C'est-à-dire que le retard que Paris avait jusque dans les années 2010, enfin pour parler schématiquement, retard, je m'entends. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage de malades, enfin que tout le monde a vu depuis une dizaine d'années. Encore une fois, je sais qu'il y a des... Pardon ? Il y a 82 ouvertures ce mois-ci. Oui. Et San Francisco, donc, c'est vrai que c'était une ville fantôme là, à cause de la pandémie, plus que Paris, là, aujourd'hui. Mais les offres, les lieux, l'expérience client, pour moi, en tous les cas, je n'ai rien vu, rien vécu de novateur. Je me souviens y avoir été en 2011, j'y avais été depuis, mais je me souviens en 2011 avoir été complètement scotché par le nombre de coffee shops très trendy, organic, etc. Là, on a tout à Paris maintenant aussi, donc je veux dire, c'est pas nouveau. Les espaces de coworking et l'expérience client très novateur entre le digital et le quand même organique à l'époque, on a tout ça. Bon, bref. Et l'autre constat, donc Paris a rattrapé son retard. Et l'autre constat, mais c'est effectivement que la pandémie, c'est peut-être une évidence, mais ça va peut-être mieux en le disant, c'est vrai que ça a nivelé quand même les choses, parce que effectivement, le digital qui était moins à Paris dans la restauration, on s'y est mis, et ça fonctionne, les QR codes, etc. Là-bas, ils avaient ça comme avance, mais ils n'ont pas profité de ça vraiment pour avancer sur d'autres choses. En tous les cas, de mon vécu et de mon enquête pendant un mois. Donc, dans ce match Paris-San Francisco, mon cœur reste partagé entre les deux, mais mes papilles à Paris. Et puis je crois que l'enseignement, c'est qu'effectivement, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers pour faire un lien avec la nature ici, et que l'innovation, à la fois en termes de RH et de process et d'organisation, et en termes d'expérience client, ça se travaille vraiment tout le temps, à chaque minute, et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy, pour ce riche partage d'expérience. On va répondre à vos questions tout à l'heure. Je laisse la parole à Frédéric. Oui, on est en avance sur San Francisco, mais on est en retard sur le planning. Donc, Gilles, je vais te demander d'être... C'est horrible de demander ça, Gilles Fumet. Non, j'ai interdiction de demander. Bon, ça ne dérange pas si on a un petit quart d'heure de retard? Non. Bon, on va écouter donc maintenant Gilles Fumet, qui est un grand monsieur, et je suis très très heureux et très fier de l'avoir parmi nous, et qui est enseignement chercheur au CNRS, un géographe réputé qui a publié de très nombreux ouvrages. Je vous encourage à vraiment aller regarder et lire en tout cas, et qui va nous parler du futur justement. Est-ce que je te pose des questions ou... Alors, je pose des questions. Bon, à ton avis? Alors Gilles, il connaît tout sur tout, il écrit dans beaucoup de revues et beaucoup de livres. Alors, à ton avis, quelle est la tendance qui impactera le plus la restauration ces prochaines années? Et merci à Frédéric. Donc la tendance, en fait, déjà pour moi, c'est un problème de parler de tendance.
Parce que je ne sais pas si on parle d'animaux, de végétaux, si on parle de pratiques, si on parle de restaurants, si on parle de ce qu'on mange, de plus de ceci, de cela. Je vais vous donner 2 exemples de ce qui m'est arrivé en matière de tendance. En 2004, j'ai été invité justement par le livre d'Astrolabe du temps de Daniel Majanchi, voilà, et, en 2004. Hein. Et je termine une communication en disant que le futur, c'est le local. Et pour que les gens comprennent, je montre une photo du Clos Vougeot. D'accord? Bon, et puis l'atmosphère est glaciale à l'époque, on était au mois de février à Prague, mais dans la salle, c'est vraiment... J'étais là. J'étais là. Heureusement qu'on avait beaucoup de bière après. Voilà. Donc, donc je passe pour un cinglé, 2004, le local et l'avenir. Voilà. 2019 au CIRA, j'ai dit dans une réunion comme ça, la moitié des restaurants, mais bon là je parlais pas de pandémie évidemment, mais la moitié des restaurants vont disparaître. Voilà. Et là pareil, les gens me regardent. Donc ce soir je suis dans la même situation. Et je me dis je vais peut-être vous dire quelque chose tout à l'heure. Et je me dis comment vont-ils le prendre, voilà. Alors rassurez-vous, je ne vais pas dire des choses extraordinaires, mais c'est simplement pour vous montrer, si vous voulez, la difficulté que nous avons, nous, chercheurs en sciences sociales. On travaille sur des temps extrêmement longs, sur des sujets extrêmement flous, à essayer de communiquer avec des gens comme vous, qui ont des chiffres, des choses comme ça, des prestations. Mais je vais essayer quand même de vous dire, au fond, ce qu'on voit effectivement comme tendance, en sachant que peut-être pour 2004, on avait une tendance très lourde, nous, dans nos labos de recherche, qui était de dire nous allons vers la décarbonation de l'économie, donc à cause du réchauffement climatique, mais à l'époque, tout le monde s'en foutait parce qu'on parlait que du gaz de schiste. Hein. Rappelez-vous, on disait le gaz de schiste, c'est formidable, vous allez voir, tout ça c'est réglé. Et en 2019, au CIRA en particulier, hein, où on parlait du sous-vide, du plastique, des choses comme ça. Il y avait un peu comme les emballages, mais bon, en fait, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes en 2019. Voilà, donc pour nous, les tendances, hein, je pense que c'est très important de dire que c'est quelque chose qui est du temps très très long. Hein. Très long, ça veut dire 30 ans. Ça veut dire, par exemple, essayer d'imaginer ce qu'étaient les gens, ce que pensaient les gens qui disaient mais le tabac va être interdit, hein, et certains d'entre nous ont vécu leur lycée en voyant des profs fumer en classe, voilà, et de voir 30 ans plus tard les fumeurs comme des criminels, ou à peu près. D'accord? Donc tout à l'heure je vais vous dire quelque chose. J'espère que vous ne me regarderez pas comme un cinglé. Voilà, c'est ce que je voudrais répondre à cette question. Avec un petit signe comme ça, voilà. On est impatient de t'entendre. C'est vrai qu'on a oublié la fin de la cigarette qui devait tuer la profession. Enfin, vous êtes tous trop jeunes, mais c'est terrible. Tout à coup, les boîtes de nuit se sont mis à sentir les pieds. Vous avez découvert la vraie odeur de la boîte de nuit, qui est couverte par l'odeur de... Si c'était que les pieds. Oui, ça sentait autre chose. On a économisé de la peinture aussi. Et d'économiser la peinture, oui. Dans ce contexte post-Covid, alors maintenant que tu nous as prévenu, est-ce que le restaurant traditionnel est-il voué à disparaître, justement, dans ce contexte? Alors déjà, peut-être avant le post-Covid, le Covid lui-même. Donc, pour nous, en tout cas, qui travaillons sur donc, les événements, hein, parce qu'en sciences sociales, on est avec des anthropologues, des historiens, des gens, des démographes, des gens comme ça, et on a des réunions, un peu comme on en a ici, et chacun dit « Ah mais oui, mais moi, toi tu dis ça, mais moi, en tant qu'historien, par exemple, le Covid, la peste de Justinien, c'est un truc très très classique. Ce qui se passe aujourd'hui, au fond, ça se passait à l'époque romaine, avec des modalités certes différentes, mais quand même, il y avait la panique, des choses comme ça, les services publics qui essayaient de réagir, les gens qui enterraient leurs morts comme ils pouvaient, enfin bon, des choses finalement très banales pour un historien, vous voyez. Covid, c'est très banal. Mais... Donc tu veux dire que Donald Trump était Néron? Oui, voilà, exactement. Et puis on découvre des auteurs. En 81, un certain Dane Koontz a publié The Eye of the Darkness, qui raconte l'histoire d'un virus appelé Wuhan 400, 100% mortel. C'est un roman de 1981. Alors on a des autres auteurs qui ont scénarisé il y a parfois plusieurs décennies, ce qui s'est passé en 2020. Donc, ce que je voudrais dire là-dessus, sur ce que je vais vous dire sur le restaurant traditionnel, hein,
et ce que nous écrivons et ce que nous disons, c'est même ce que j'ai entendu de vous, Heidi, c'est intéressant parce que je vais en parler après, c'est au fond l'aboutissement aussi de nos émotions, de nos préoccupations et beaucoup de lectures. Hein. Je crois que c'est très important de savoir que, au fond, les enquêtes et tout ce que tu as dit, Frédéric, sur les enquêtes sur les restaurants ces dernières années, hein, je sens que, enfin, moi, ce qui me frappe, ce qui nous frappe, nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien dans les restaurants aujourd'hui. Hein, c'est un turnover des enseignes, une compétition du snacking, boulangerie, supérette, une révolution de l'emballage, des scénarisations des repas. Hein, autrefois, un repas, bon, et maintenant, le repas, c'est un peu le bazar. Hein. Par exemple, j'ai fait un repas chez des jeunes retraités. Voilà. Et en fait, les jeunes retraités, ben, ils réalisent qu'ils n'ont pas mangé ensemble pendant toute leur vie active, quasiment, sauf pendant... et ils divorcent, du coup. Et puis, ils divorcent, voilà. Non, mais surtout on essaie de préparer un repas, mais finalement, dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut pour individualiser la prise alimentaire. Ah ben moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon médecin, nutritionniste, tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, c'est le bordel complet, et chacun est mécontent. Donc, toute une série de signaux qui expliquent que tant et tant de restaurants attirent de moins en moins de monde. Bon, je ne parle pas de la capitale, des secteurs touristiques et encore, mais je ne sais pas, vous avez été très frappé par les petites villes, les moyennes, les quartiers un peu à l'écart, les restaurants familiaux qui n'ont pas pris de tournant du numérique, la concurrence des traiteurs hein, qui deviennent les restaurateurs. Par exemple, j'ai été très frappé de la force des Asiatiques qui sont très forts hein, pour transformer leur système de traiteurs en restaurant. Hein, parce que chez eux, et au Japon, en Chine, on a beaucoup travaillé, on croit qu'un aliment en Chine, c'est un aliment avec une nutriments. Non, c'est d'abord une marchandise. C'est une marchandise. Hein. Un outil relationnel avant d'être un aliment. Hein, vous avez beaucoup évoqué cet aspect, quand on va reparler des services. Par exemple, quand on dit le vin de Bordeaux, ah, c'est un vin qui est... Bon, non, c'est d'abord un vin qui a été fait par les Anglais. Essentiellement, et qui est anglais, c'est-à-dire qu'il est fait pour être vendu, ouais, alors que le vin de Bourgogne, c'est un vin de paysan, ouais, qui est fait... Non, c'est vrai que c'est très important, c'est cette idée que en fait, le bourguignon, il va vendre son âme avec son vin, alors que le bordelais, il fait du business. Oui, et je suis très caricatural, mais c'est très important. Et l'Alsacien, c'est très compliqué, parce que il a d'abord des cépages, hein, il a des cépages, il met vin d'Alsace, il met ses cépages, voilà, et puis il a une image à l'extérieur qui n'est pas très non, vraiment je crois que les vins d'Alsace, moi que j'aime beaucoup, que j'achète très bas cave et plein de vins d'Alsace. A été témoigné aux États-Unis, c'est mieux coté que le Bourgogne. Ah, pourtant le film, il y a des films sur le... Bon, alors, par exemple, je prends le fromage hollandais. Le fromage hollandais, vous avez remarqué, c'est un fromage qui est destiné à être fondu dans un sandwich. Enfin, c'est un truc horrible. D'ailleurs, quand on veut le manger, on met un peu de cumin dedans. Enfin, je suis désolé s'il y a des Hollandais ici, mais en général, non. Mais c'est important de dire qu'on a affaire à une nourriture. Hein, c'est très important, ça, dans l'histoire du restaurant traditionnel. On a affaire à une nourriture qui est relationnelle, et la relation, elle ne marche plus comme avant. Elle ne marche plus comme avant. Tu as parlé de la tradition, tu as ras-le-bas de la tradition, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est là-dessus, on est vraiment d'accord. Pour une fois. Alors, l'avenir, c'est ça. Alors, exactement. Alors, bon, tu as publié un livre qui s'appelle Manger local, manger global. Et tu dis que finalement, plus on valorise le local, plus le mondial est désirable. Comment l'offre doit évoluer, en particulier le snacking, puisqu'on a beaucoup de snackers au sein des Leaders Club. Manger local, manger global, donc oui. En fait, bon, la spécificité de la géographie, c'est de réfléchir aux distances. Hein. Ça commence aux frontières, limites, la taille des villes, etc. Et sur la distance, voici ce que nous avons à dire, qui rejoint d'ailleurs ce que tu as dit, c'est le lointain fait rêver. Hein, le lointain fait rêver. Ceux qui prennent l'avion pour les tropiques, hein,
Mais l'erreur serait de croire que tout le monde rêve des tropiques. Il y a des quantités de gens qui ne rêvent pas de voyager. Voilà. Et quand on essaie de savoir pourquoi, ben, en fait, on bute sur quelque chose qui est très compliqué, qui relève de la psychiatrie peut-être, mais qu'en tout cas, on n'a pas décrypté. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Première chose, mais le proche fait rêver aussi. Hein, notamment ceux qui ont des corvées de déplacement professionnel, qui savent très très bien à l'année, et qui ont une maison en Normandie. Pourquoi quelqu'un qui a un très gros salaire n'irait pas automatiquement aux Maldives l'été? Pourquoi il reste dans sa fermette normande de papy, mamie, avec tout ça là? Parce qu'il a voyagé toute l'année. D'accord? Donc vous voyez, cette question de la distance, c'est très important. C'est une gestion constante de contradiction. Hein. Un désir est annulé par son contraire. Hein. Les mélancoliques savent très très bien ça, hein, et cultivent et en souffrent. Hein, voilà, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. Bon. Alors le lointain fait rêver parce qu'il est difficilement accessible. Dans l'histoire de l'alimentation qu'on vient de publier, par exemple, on voit que les épices sont les premières denrées alimentaires qui circulent précisément parce qu'elles sont légères, faciles à transporter et font rêver. Il suffit d'une pincée de cumin dans des pommes de terre qui valent rien du tout de plus que ce qu'on peut donner à des cochons, et ça change tout. Hein? Donc les épices, et d'ailleurs qui a fait le meilleur travail sur les épices, hein, le meilleur commerce, ce sont les Hollandais. Pourquoi ces Hollandais? Parce qu'ils avaient compris que les épices c'est léger, que ça se transporte très bien, et puis ça rapporte beaucoup d'argent, et c'est comme ça qu'après ils sont passés à ce qu'on a dans les coffee shops, par exemple. C'est important cette histoire. Je pense à quelque chose sur ce lointain qui fait rêver. Hein. Il faut attendre au 19e siècle pour voir circuler la bière, par exemple, car il faut inventer les bouteilles et les contenants, et surtout il faut les trains. Mais on a eu, vous avez connu ce merveilleux moment où on a vu la firme Heineken, pour ne pas la nommer, qui avait acheté des quantités de marques dans les années 80 pour les étouffer, vous voyez, et puis ensuite prendre toutes les parts de marché qu'il fallait, en pouvant faire de la publicité, profitant d'événements extérieurs où on pouvait mettre sur les bandes de match Heineken, parce que la publicité était interdite en France sur la bière. Voilà. Au moment où Heineken a inondé le marché, eh bien, on a vu arriver les bières locales. D'accord? Donc c'est très important, vous voyez, de comprendre que cet exemple que je vous donne, on pourrait le multiplier à l'infini. Hein. C'est la grande découverte des dernières années, et pas seulement du Covid, hein, au moment où l'humanité met le doigt dans l'engrenage des nourritures produites non seulement hors sol, hein, mais sans agriculture. Hein, parce que nous allons vivre une époque exceptionnelle depuis le néolithique, hein, qui est que nous allons pouvoir nous nourrir, nous allons commencer à nous nourrir avec des choses qui n'ont pas été produites dans un champ, ou dans un élevage, dans une usine. Hein. Et ça, c'est une rupture anthropologique sur laquelle, pour l'instant, on ne sait pas du tout où ça va nous mener. C'est très très important. D'ailleurs, on appelle ça encore, vous voyez, quand on veut parler de la viande qui est faite par les firmes californiennes, on appelle ça de la viande de culture. Puis après, on se rassure, on dit viande cellulaire, puis après, on ne sait pas comment. Enfin, pour l'instant, les lexicographes sont en train de travailler à l'idée de nommer quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer, hein, mais qui est de la viande, qui n'est plus de la viande. Donc, il faut retenir ceci, plus il y aura des produits de synthèse, de molécules, hein, je crois que c'est toi qui as utilisé les mots souvent, molécules, hein, plus il y aura des produits de synthèse de molécules, eh bien, plus on aura besoin de local. Pour se rassurer, pour rassurer ceux qui s'aventurent dans l'inconnu du vegan, les produits végétaux, certes, mais il y a une bataille épidémiologique qui ne fait que commencer. Je crois que toi qui l'as évoqué, hein, dans les steaks de soja, hein, les dizaines d'additifs qui sont là et qui n'ont pas pris de poser des problèmes dans quelques années. Quand je demande à un collègue biophysicien, je dis, mais alors, ton steak vegan, dans 10 ans, 20 ans, on va découvrir qu'il donne le cancer. Ah, mais j'en sais rien. Non, on est obligé d'attendre 10 ans. Juste un œil en plus. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est très important, ça. Le local va être de plus en plus sollicité, surveillé, devrait être de plus en plus propre et bio. Alors, je rappelle ce que disait le géographe au Collège de France. Manger, qu'est-ce que c'est pour lui? Manger, c'est incorporer un territoire.
voyez, tout à l'heure, quand j'ai parlé du vin d'Alsace, et il s'est réveillé et il a dit, alors en Alsace, le vin, il n'est pas bon chez nous, vous voyez, hein? Alors, j'ai parlé de Bourgogne, de Bordeaux, et lui, voilà. Donc c'est très important, manger, c'est d'incorporer un territoire. Et si Michel-Édouard Leclerc réduit les nourritures à la dépense du pouvoir d'achat, au portefeuille, il appauvrit considérablement la portée de ce que ses clients achètent chez lui. Moi, quand j'ai vais jamais chez Leclerc, mais quand j'ai eu un jour Michel-Édouard Leclerc en face de moi, il me dit, monsieur, je m'occupe du pouvoir d'achat des Français. J'ai dit, mais qui vous a demandé de vous occuper de mon pouvoir d'achat? Je suis assez grand, je n'ai pas besoin d'aller chez vous pour gagner de l'argent en achetant plus. Voyez, donc c'est très important cette idée que, au fond, comment dirais-je, le rapport au territoire, hein, c'est un rapport qui va consister à se défaire de ce lien extrêmement fort qui a été imposé par la vision économique et marketing de l'alimentation, hein, qui était essentiellement le prix. On l'a vu avec l'offre de salades prêtes à manger, hein, je me rappelle de ces salades qui sont arrivées depuis une firme vendéenne, hein, qui maintenant fait des salades qui sont vendues dans tous les supermarchés et qui offrent une grande concurrence avec les restaurants, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent la salade 4 €, 5 €, 6 €, et puis la mangent et ont l'impression de... Donc ça, c'est important. Hein. Il y a une mise au point il y a 10 ans à peine, hein, qui a conquis une grande part de la clientèle du déjeuner dans les grandes villes. Et pour les restaurateurs, donc on l'a dit, je le répète, conseil numéro 1, le service, numéro 2, le service, numéro 3, le service. Je crois qu'il ne faut pas se décourager tant qu'on n'a pas appliqué cette maxime. Je vous rappelle, je vous raconte en une seconde ce que j'ai fait comme expérience la plus bizarre récemment. J'invite chez moi 2 personnes qui se détestent. Alors, je ne suis pas censé savoir qu'elles se détestent, mais je sais qu'elles se détestent. Et je fais un grand repas, des grands vins. Vraiment, je regrette d'ailleurs, parce que, en fait, je pensais que j'allais dire, mais finalement, c'était vachement sympa, tu nous as fait. En fait, ils m'ont traité de salaud, les 2. En disant, mais tu n'as pas vu, tu es honte, mais tu ne savais pas que je déteste. Et non, je ne savais pas. Moi qui me décarcasse. Donc j'ai la preuve qu'au fond, ce qui a été important dans ce repas, ce n'était pas tout ce que j'ai servi, le champagne, tout ce que vous voulez, que j'ai pu leur donner de meilleur, hein, c'est la relation qui n'est pas passée. Je crois que c'est très important cette affaire, parce que je crois qu'elle exprime bien finalement que le nutritionnel, c'est important, voilà, c'est ma première conclusion, c'est important, le nutritionnel, je crois que c'est d'accord, on est d'accord sur le fait que la prochaine guerre déclarée après la viande, donc après le tabac, hein, il y a 30 ans, après la viande, il y a 15 ans, hein, la prochaine guerre, c'est le sucre. Hein, donc vous mettez ça dans la tête et vous dire que, bon, alors il y a déjà énormément de vous dire qu'il faudra trouver des moyens de faire des produits ou des chocolats sans sucre, zéro sucre, ou tout ce que vous voulez, ou pas sucré, ou des faux sucres, mais c'est très important, c'est une guerre mondiale. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité maintenant de dire combien coûte l'abus de sucre, combien de morts ça fait, combien de diabète ça fait, et que tout ça, ça commence à peser dans les finances publiques, et qu'on va faire la même guerre qu'on a fait pour le tabac. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est... alors je crois que ça a été dit vraiment, et puis le service, mais le service, si vous voulez, pas seulement la livraison, on a évoqué ça, les nourritures qui sont de plus en plus nomades, ça c'est vrai. Je suis frappé par exemple de voir que la France, on fait des concours, je n'ose pas dire sur mon regard vers le sud de la France, hein, on fait des concours sur la pâtisserie mondiale, des concours mondiaux de pâtisserie. Hein. Les Français sont les premiers. Et la revue Snacking, dont le rédacteur-chef est là, hein, nous fait un superbe article pour dire que les pâtisseries les plus consommées en France sont des pâtisseries américaines. Les muffins, les smooths, tout ce qui est. Pourquoi? Parce que ce sont des pâtisseries. Parce que vous ne transportez pas par des Deliveroo des religieuses ou des éclairs. Hein, parce que vous avez du boudin en arrivant.
voilà un exemple, si vous voulez, d'éléments pour dire que le service va complètement changer notre alimentation. Hein. On parle d'hybridation, c'est extraordinaire, effectivement, dans les lieux dans lesquels on mange ne sont plus seulement les restaurants, hein, comme le McDo n'est plus aussi un endroit où on relève son courrier, où on... Voilà, bon. Et enfin, et puis ce que vous avez montré, ceci n'est pas un bar. Ça, c'est formidable. Hein. C'est-à-dire que, exactement, par exemple, nos intérieurs sont devenus des lieux extrêmement hybrides, hein, mais les lieux publics sont devenus hybrides. Je crois qu'ici, d'ailleurs, il y a des endroits où on fait des salades, et puis ce soir, ben, on fait nos salades, mais d'une autre manière. Hein. Voilà. Je crois la deuxième chose que je voulais dire là-dessus, c'est pensons le service hein, comme quelque chose qui est une relation personnelle, hein, personnelle et professionnelle avec les industries. Merci Gilles, on pourrait t'écouter des heures durant. Vous avez très fort. Donc, on lui posera des questions après parce que malheureusement le temps tourne et on doit visiter le jardin avant qu'il fasse nuit, enfin le potager urbain. Alors je vais demander justement à Laurent Perlès, qui est le fondateur de la Source, de savoir comment il intègre les psys, manger sa mère et tout, dans la formation locale justement. Non, bonjour, je suis avec Alexandre Panza, mon associé. On va dire que vous ne m'avez pas posé de questions du coup là. Non. Alors, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Avec ton associé aussi. Donc je m'appelle Laurent Perlès et c'est Alexandre Panza qui m'accompagne, mon associé cofondateur de la Source. Je vais faire moins technique que vous, on est très simple dans notre approche de la restauration. On a créé une école qui s'appelle donc la Source Food School et en fait vous m'avez rendu service tout à l'heure parce que vous parlez tous beaucoup du ras-le-bol de la tradition et ça vaut le service pour résumer un peu parce qu'on est un peu parti de ce principe-là. Aussi, nous on s'est attaqué, on est d'anciens restaurateurs tous les deux. Et on s'est dit il y a un peu plus de 2 ans qu'il y avait un ras-le-bol général et donc un besoin général qui était en train de devenir assez évident, notamment dans la manière de se former à ces métiers-là. Donc on s'est dit que c'était un pari génial à essayer de gagner en créant cette école-là parce que c'est un secteur qui est assez traditionnel, qui n'a pas bougé depuis, selon nous, hein, en tout cas depuis trop longtemps, et qui n'a pas su ou qui n'a pas pu encore accompagner tous les changements de consommation, toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles demandes qui étaient en train de changer profondément ce métier. Donc on a essayé de créer un cadre le plus favorable possible à une toute nouvelle expérience pédagogique autour des métiers de la restauration. Donc on a commencé par créer un premier programme qui s'appelle le Food Camp, qui consiste principalement à participer à opérer un restaurant d'application. J'allais dire évidemment, mais très éco-responsable, très engagé, très impliqué sur le volet social aussi, qui met tout de suite les gens dans une immersion du métier le plus pragmatiquement possible, et qui répond aujourd'hui à des demandes qui sont de plus en plus non loin parce qu'on est vraiment de plus en plus sollicité pour ouvrir des lieux. Alors on a un joli programme sur les années qui viennent de création de lieux d'application autour du métier de la restauration et puis des métiers de bouche aussi pour essayer d'accompagner et de recréer des vocations pour une génération qui veut aborder ce métier complètement différemment, avec plein de convictions différentes, hein, qu'elles soient assez souvent quand même écologiques, elles sont aussi très sociales, elles sont sur l'envie de repenser complètement les formats des lieux qu'on peut penser, imaginer. C'est souvent des choses, là c'est que de l'observation que je vous donne, mais c'est souvent des choses plus agiles, plus nomades, plus inspirées de ce qui se fait ailleurs. Ils ont tous très envie, pour la faire assez facilement, de faire le mieux possible avec le moins possible. Donc le moins possible, c'est évidemment
le moins d'énergie, le moins de distance, le moins d'empreinte carbone, le moins de violence, le moins de stress, etc., etc. Et puis le plus de partage, le plus d'impact, le plus de rôle dans ce qui peut être l'égalité alimentaire, la relation avec les producteurs, les agriculteurs. C'est ça les grands enjeux de la restauration durable, oui, enfin, je crois que pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle dure. Pour qu'elle dure, il faut qu'elle vive. Je crois qu'on traverse un moment très compliqué, vraiment très compliqué, sans parler de tout ce qu'on sait nous ici, du turnover, du manque de main-d'œuvre, etc. Mais plus prétentieusement que ça, je crois qu'il y a une génération qui arrive qui est très anarchique, quoi, dans sa façon de se voir dans ce métier-là, en tout cas, dans son envie énorme de le changer. Et voilà, on a la prétention d'accompagner ça. Je vous dis tout ça avec beaucoup d'affirmation parce que c'est simplement des centaines de gens avec qui je parle là, depuis une année qui s'inscrivent ou qui en tout cas... c'est quoi le profil des candidats? Je vous dirais ça avec plus de recul d'ici 3-4 ans, mais je commence à avoir un beau panel. On a commencé par beaucoup de reconversions professionnelles. Et puis on a vraiment, on a vu une cible qui s'est énormément rajeunie là depuis quelques mois, qui sont des gens qui soit se désinscrivent, soit sortent d'autres écoles pour venir chez nous, pour plein de raisons, hein, qui sont pas nécessairement des raisons culinaires en premier, mais pour un état d'esprit. On a essayé vraiment d'être le plus anti-académique possible dans tout ce qu'on fait, dans les lieux qu'on propose. On est dans des tiers-lieux principalement, avec une communauté de gens comme voilà, il y en a plein, hein, comme le label Écotable, comme Chef for the Planet, comme voilà, on a tout un réseau de partenaires comme ça. Ils sont une vingtaine qui nous accompagnent là-dedans et donc qui, avec nous, amènent un vent que j'espère être le plus frais possible en tout cas. Et qui montre un visage de la restauration, voilà, qu'on nous demande aujourd'hui. C'est un cursus sur combien de temps? Alors là, c'est un cursus sur 12 semaines, sur 420 heures. C'est un CQP. C'est la première pierre de ce qui va être un grand campus déparisianisé le plus possible autour des métiers de la restauration et des métiers de bouche, puisqu'on est en train de préparer des CQP autour de la crèmerie-fromagerie, autour de la boulangerie-pâtisserie, autour même de la mixologie. Et on a envie d'offrir une panoplie très polyvalente et moderne de ce que peut être une formation la plus moderne possible dans ces métiers-là. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais passer, on peut applaudir quand même. Il posera les questions au milieu entre les petits pois et les fraises et les tomates. Donc nos dernières intervenantes, malheureusement, elles vont être assez concises, parce qu'il y a des gens qui étaient très bavards avant, et je ne sais pas. Donc Florence est ancienne, vous avez fait une quinzaine d'années de restauration, dont c'est ça, 8 ans comme directrice développement. Voilà. Oui, tout à fait. J'ai travaillé 15 ans dans la restauration. Notamment, en fait, j'ai accompagné l'aventure Cogent. Et à différents postes, je viens de l'opérationnel, j'étais directrice de restaurant, puis directrice de la formation et du recrutement. Et en 2010, on m'a confié le sujet du développement durable. Et donc un beau sujet, mais c'est vrai que donc c'était il y a 10 ans, hein, et on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil généraliste en RSE, développement durable. C'était très bien, ça nous a aidés, mais j'ai trouvé un peu loin quand même des contraintes du métier qui reviennent, comme le turnover, comme la gestion multi-sites, bien sûr les food costs. Et moi j'avais besoin de réponses concrètes, comment je fais ma poubelle de tri, qu'est-ce que j'écris dessus. Donc voilà, ça c'était en 2010 et j'ai quitté Cogent en 2018. Et depuis j'ai créé donc Citrus, qui est une agence de conseil et formation en RSE dédiée au secteur de l'hôtellerie-restauration, avec justement cette volonté d'avoir l'approche la plus pragmatique et terrain opérationnel de la RSE, qui peut être un mot comme ça qui est
nébuleux. Voilà. Et donc l'idée c'est que moi j'accompagne soit par des formations, soit par des accompagnements, en ciblant vraiment cet axe de travail autour, avec une approche vraiment métier que vous pouvez voir là sur le schéma. Et pour moi il y a vraiment deux enjeux forts dans le secteur. Il y a bien sûr le produit, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, et l'enjeu c'est d'aller sur de plus de qualité sur cet aspect-là bien sûr. Mais il y a aussi le pilier équipe et RH qu'on oublie souvent. Donc moi c'est vrai que je viens aussi de la formation et du recrutement, donc j'ai aussi ce biais-là, mais c'est souvent le parent pauvre des politiques RSE. On pense souvent beaucoup à l'environnement. Et les équipes c'est vraiment essentiel, surtout dans nos métiers, parce que c'est les premières qui vont être impliquées dans le quotidien, faire le tri, pour changer leur méthode de travail, des produits, etc. Donc c'est pour moi les deux axes principaux, c'est produits et équipe. Puis il y a bien sûr plein d'autres sujets sur lesquels on travaille, comme l'exploitation, la consommation d'énergie, des équipements, les achats responsables, les emballages, qui est un gros sujet, la gestion des déchets, puis après la communication, comment bien parler en fait des choses. Pour moi il y a deux mots qui sont importants sur ces sujets-là, c'est déjà la transparence, on en a déjà entendu parler tout à l'heure, et aussi l'humilité, je pense, parce que c'est des sujets compliqués en fait, et il n'y a pas forcément de réponse parfaite. Par contre, c'est bien de bien comprendre les choses et de savoir pourquoi on fait un choix. Et donc après, dans la communication, réussir à bien parler de ses engagements, c'est un enjeu aussi important. Voilà. Alors spontanément, quelles sont les principales préoccupations de tes clients? Alors moi, la première préoccupation, c'est déjà qu'ils sont un peu perdus par rapport au label, les lois, etc. Donc c'est déjà d'avoir une vision un peu générale et neutre aussi, parce que parfois on va avoir 2-3 fournisseurs et ils n'ont pas forcément le même discours, on ne sait pas lequel suivre. Donc ça c'est la première préoccupation. Deuxième, là il y a des sujets qui reviennent beaucoup, il y a le sujet du réemploi et de la consigne, qui est très important aujourd'hui. Donc il y a pas mal de pilotes qui se lancent, et puis il y a pas mal de start-up aussi qui se développent, et on sent que le marché bouge pas mal là-dessus. Je pense que d'ici 2-3 ans il y aura une offre un peu plus stable et plus d'alternatives. Il y en a qui se positionnent plus sur, par exemple, sur le nettoyage des contenants, d'autres plus sur les formes des contenants réutilisables, d'autres sur les systèmes d'appli, de QR code, etc. Donc ça c'est un sujet. Deuxième sujet, pas très sexy je dirais, mais c'est beaucoup les déchets aussi, gaspillage alimentaire, valorisation des biodéchets, tri sélectif, comment je fais face à ça. Et donc voilà, ça c'est des sujets. Et les labels aussi, j'ai pas mal de demandes d'accompagnement pour comment valoriser mes engagements à travers des labels. Donc voilà. J'ai une formidable chaîne de quick service. Comment je commence? Comment ça se passe? Tu viens de voir, si je m'allonge, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, moi j'ai différentes manières d'accompagner, donc effectivement de la formation aussi courte pour des budgets plus abordables, et de faire comme une sorte de coaching sur les 7 thématiques. On peut aller vite et déjà avoir des bonnes choses pour avancer, bons éléments. Sinon, pour se lancer, je fais un audit de plan d'action que je propose sur ces 7 piliers. Et sinon, pour se lancer, moi les conseils que je donne, c'est généralement d'interroger ses équipes et ses fournisseurs, parce que ça va être les deux partenaires vraiment avec lesquels on va réussir à avancer et faire bouger les choses. Donc tout simplement, par exemple, moi quand j'étais en poste, la première chose que j'ai faite, c'est faire une réunion avec des directeurs de restaurants pour savoir eux quelle est l'action qu'ils ont envie de mettre en place et qu'ils ont envie de porter au quotidien. Mine de rien, c'est derrière ça que ça va impliquer. Et ça a été du coup la redistribution des invendus à des associations qui est ressortie comme projet. Et c'est vrai que c'est un projet pour le coup qu'on a beaucoup porté, dans lequel on a investi et qui a perduré aussi dans le temps. Donc vraiment, déjà la première étape, c'est d'interroger les équipes et les fournisseurs. La deuxième étape, c'est de cibler aussi quels enjeux, sur quoi agir. Je vous ai parlé tout à l'heure des produits et des équipes. Et sur les produits, par exemple, ça va être tout simplement de faire une analyse des menus et du sourcing des produits. Donc, quel est le rythme de renouvellement de la carte par rapport aux saisons, quelle est la structure de la carte par rapport aux apports nutritionnels, aux équilibres, à la longueur de la carte. On va étudier les pertes pour voir s'il y a des sources de gaspillage alimentaire. Voilà, donc vraiment cibler les enjeux. Super, on va en parler pendant des heures. Merci beaucoup. De rien. Florence.
Bon, il est temps d'aller visiter la ferme urbaine, bon, sous la pluie, hein, mais peut-être qu'on va sentir cette bonne odeur de potager sous la pluie. Donc merci pour votre temps. Merci à tout le monde, merci à tous nos intervenants, à Pascal Hardy qui a commencé, ensuite à Heidi Miller, à Gilles Fumet, à Laurent Perles et à Florence Colonna. Donc ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Il vous reste un petit peu. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il faut que je parle des nouveaux adhérents. Très important. Alors, on a 4 nouveaux adhérents récents, Libéo, Kiosque, qui fait des containers, lespailles.com, je pense qu'ils vendent autre chose, et Go et Frémont, qui est essentiel à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent se présenter les uns les autres, là, ou pas? Allez, Stéphane, il est où? Il est là. 30 secondes. Bah, 30 secondes. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je m'appelle Stéphane Butigier. Je travaille pour Libéo et je suis vraiment très heureux d'être ici parce que je pense sincèrement que vous faites un des plus beaux métiers du monde, voire le plus beau métier du monde. Alors si on vous interrogeait pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier-là, je pense qu'il y aurait autant de réponses que d'invités dans la salle. Le goût, la convivialité, l'amour dont on a cité, la passion. Le challenge de créer de nouveaux concepts. C'est l'argent, elle a dit. L'argent, important l'argent. Par contre, je pense qu'il y a une raison qui ne sortirait jamais, c'est le plaisir et la joie de traiter les factures fournisseurs. Et ça tombe très bien. Et ça tombe très bien parce que Libéo, c'est donc un outil qui va permettre de gagner beaucoup de temps dans la gestion et le traitement des factures fournisseurs. Voilà. J'en dis pas plus sur Libéo. Ça, par contre, c'est vraiment important. On a la chance d'avoir associé 22 partenaires emblématiques, dont le Leaders Club, dont la Source Food School et dont plein d'autres, des startups, des fédérations, des associations, des grands comptes. Et donc, l'idée, c'est de soutenir le secteur de la restauration dans sa transition digitale et de récompenser les acteurs les plus avancés. Voilà, il y a plein de prix fantastiques à gagner et dans tous les cas, je vous invite à candidater. Merci beaucoup. Bon, en attendant, je vais juste vous rappeler les prochains événements du Leaders Club. Le 17 septembre, nous serons tous pour les 20 ans du Leaders Club Allemagne en Allemagne. C'est vendredi. On va bien rigoler. Ensuite, du 23 au 29 septembre, c'est le CIRA à Lyon. C'est très important. C'est le plus grand salon mondial du food service. C'est la Renaissance. A priori, c'est un salon qui fera la même taille que celui de 2017. Et la grande, donc c'est quand même plutôt pas mal. 2019, c'est une année complètement folle, hein, mais maintenant la clé sera le nombre de visiteurs, mais les concours sont toujours là. Donc le Bocuse d'Or, épinglé par mon camarade Gilles, c'est quand même cette année quand même 25 pays qui seront là en direct pour la finale mondiale. Et la Coupe du monde de la pâtisserie, c'est 15 pays qui seront là. Alors bien sûr, j'ai compris que je mangerai plus de gâteaux bientôt. En attendant, on peut voir les plus beaux gâteaux, les plus grands pâtissiers du monde se combattre au CIRA, mais surtout, c'est toutes les solutions. Et Leaders Club fait un food tour, un trend tour, pardon, qui sera donc le 25 de 9 à 14 h, avec des choses passionnantes comme la visibilité de visite de Food Society, qui est donc le nouveau concept qui fait courir le tout Lyon à la Pardieu, et Food Traboul, qui est un endroit d'exception de Ludovic et Tabatamé. Je vous conseille d'y aller, c'est génial. On se fait extrêmement plaisir. Voilà. Ensuite, le 9 novembre, nous aurons un nouveau Leaders Lab à Paris, un club de la franchise. Alors, je sais pas, d'habitude, on boit du Red Bull avec eux. Je sais pas ce que c'est le thème cette année. Sur la digitalisation. Et le 23 novembre, on retourne en région, en PACA, ce qui fait beau. On fera les ch'tis au printemps. Et donc, avec Leaders Lab PACA. Voilà. Alors, merci. Je continue. Merci à tous de venir de plus en plus nombreux. Merci à tous les intervenants de qualité. Merci à Laetitia, Léa et Frédéric pour la présentation. Et puis alors on va visiter maintenant la ferme. Et n'oubliez pas, un seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allez, c'est parti, on y va. Merci.